Le concept de ce canapé, c'est qu'il faut être à l'aise. Ah ouais. Et tu peux même prendre des coussins, le mettre en tailleur et tout. Oui. Ah, ça change des junkets. On passe la journée sur une chaise, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. C'est cool. On est à l'aise. Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et mon invité cette semaine crève l'écran dans Meltem, le long métrage de Basile Donagis au cinéma le 13 mars. Daphné Patakia y incarne le personnage d'Elena. Cette comédienne belgo-grecque avait été présélectionnée dans les révélations pour le César du meilleur espoir féminin en 2018. C'est dire si je t'invite à suivre de près sa carrière déjà bien installée. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci et bonne écoute. Est-ce que je prononce bien ton nom, Daphné Patakia? Oui, mais mon nom entier est Daphné Ioakimidou Patakia. Je suis grecque, du coup ça c'est mon nom, mais comme tout le monde avait très mal de le prononcer, j'ai juste gardé Patakia. Je vais pas le répéter, mais je suis contente que tu l'aies prononcé, ça va être le début du podcast. Merci beaucoup Daphné, je suis ravie de t'accueillir dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, qui est réalisé aujourd'hui en partenariat avec Meltem, qui va sortir le 13 mars. Absolument. Alors la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans? Quand j'avais 7 ans, j'adorais Peter Pan. Et j'aimais beaucoup aussi il s'appelle comment là j'ai un trou, l'archéologue Indiana Jones. Indiana Jones, oui. Du coup je voulais devenir archéologue. C'était et ça? Peter Pan en même temps. Ah oui. Peter Pan en même temps, oui. Alors attends, avant qu'on revienne sur l'archéologie, à 7 ans tu vivais où? Je vivais à Bruxelles. C'est là que je suis née, mais mes deux parents sont grecs. J'ai fait l'école en grec, une école grecque à Bruxelles. À la maison, à l'école on parlait grec, à la maison on parlait grec, on mangeait, mes parents cuisinaient de la nourriture grecque. Les dimanches on faisait des répétitions pour des spectacles de théâtre amateur en grec. Avec mes parents. J'allais avec mes parents et ma petite sœur, et il y avait d'autres familles qui participaient. Et on montait des spectacles pour les autres Grecs de Bruxelles. Donc j'étais dans un environnement très grec, mais en Belgique. Et à quel moment tu as commencé à apprendre le français? J'entendais le français toujours autour de moi, vu que j'habitais en Belgique, mais comme j'ai fait mes études entièrement en grec et qu'après à 18 ans je suis partie en Grèce, je fais plein de fautes. J'ai un grand manque de vocabulaire, donc si je fais des fautes aujourd'hui, veuillez m'excuser. Et mon orthographe n'est pas au top. Pour le moment. Alors en vrai, j'aurais pas deviné que tu n'étais pas forte en français, parce que là tu t'exprimes très clairement, sans accent. C'est vraiment c'est pour ça que je posais la question. Je pensais que tu avais appris le français à l'école. Non, juste autour de moi à l'école, c'était entièrement en grec. Voilà. D'accord. Et là, ça fait 3 ans que je suis en France. D'accord. Alors je vais revenir à ton enfance, Indiana Jones. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle? J'entends par là la première fois que tu dis quand je serai grande, je serai... Oui, en regardant les films d'Indiana Jones, je me disais que je voulais être archéologue. Aujourd'hui, je me dis que si j'étais pas comédienne, j'aurais aimé être anthropologue, archéologue, partir dans des pays et étudier d'autres cultures, populations, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce que tu voyais dans Indiana Jones? Qu'est-ce que tu projetais dans ce métier? L'aventure, la découverte. Mais alors c'est marrant parce que moi aussi j'ai grandi avec Indiana Jones et je voulais devenir archéologue, mais ma mère m'avait dit, tu sais, l'archéologie c'est pas sauter de liane en liane au-dessus des ravins, c'est plutôt être dans la poussière avec un pinceau à dépoussiérer les fossiles. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'anthropologue, peut-être
Il y a plus d'aventures là-dedans, je sais pas. C'est un peu plus proche. Est-ce que tu avais des frères et sœurs ? Oui, j'ai une petite sœur, Iris, qui maintenant, enfin qui au début voulait être camionneuse. Donc moi déjà je suis petite de taille, mais elle est encore plus petite que moi. Et quand elle conduisait le camion, la fenêtre commençait au-dessus de sa tête. Du coup on dirait un camion fantôme. Et comme c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes, elle a arrêté très vite, alors que c'était un peu son rêve. Et maintenant, elle fait une école de maquillage pour cinéma. Elle vient de finir son école de maquillage pour cinéma. Donc j'espère qu'on va travailler ensemble à un moment. Justement, à propos du cinéma, donc quand tu étais petite, tu voulais devenir d'abord archéologue. Comment ça a évolué, en fait, ce que tu voulais faire plus tard ? Ton idée de plus tard, je serai, t'es passé par quelles étapes ? Je faisais du théâtre tous les dimanches avec mon père, ma mère et ma sœur. Et ma mère aime beaucoup le théâtre. On voyait beaucoup de théâtre quand on était petite avec mes parents. Et c'est comme ça, petit à petit, que je m'amusais tellement que j'ai voulu continuer ça après l'école. T'as fait quelles études ? J'ai fait le Conservatoire national en Grèce. Mes parents m'ont poussée à faire aussi à côté des études de philosophie, tout ça, mais je suis allée 1 mois à l'université et après j'ai arrêté. Je me suis mis à fond, je me suis consacrée complètement à mes études au Théâtre National. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je regrette un peu. Je comprends pourquoi ils m'avaient poussée à faire aussi quelque chose d'autre à côté. J'aurais bien aimé avoir une culture plus générale, mais bon, c'est jamais trop tard. Ouais, j'allais te demander pourquoi t'avais arrêté au bout d'1 mois. Ah, parce que j'étais tellement prise par ce qui se passait au Théâtre National pour me consacrer complètement, j'avais pas le temps vraiment de faire les deux sérieusement. Voilà. Donc t'as vécu en Belgique de quel âge à quel âge environ ? J'ai vécu en Belgique, je suis née là-bas, et j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir en Grèce, pardon. C'est moi qui perds mon français. La première faute de français, c'est moi. J'espère que tout le monde a noté. Pendant les vacances d'été, j'allais tout le temps en Grèce. Et j'avais envie de vivre en Grèce parce que je considérais la Grèce mon pays. Finalement, c'est drôle parce que quand je suis allée en Grèce, je me sentais moins grecque. Et quand je suis en Belgique, je me sens pas vraiment belge. En vrai, je me dis que je me sens un peu européenne. Mais pourquoi j'ai voulu aller en Grèce ? Parce que sur le moment, pour moi, il y avait un peu des forces. C'était très différent de la Belgique. À Bruxelles, tout était très très ordonné, alors qu'en Grèce, c'était bordélique, chaotique. Et j'aimais beaucoup ça. C'était quelle année environ ? En 2010. 2010. Donc en 2010, c'était le début de la crise. Ouais. Et il se passait quelque chose de très fort dans la rue, partout. C'est que les gens, tout d'un coup, sortaient dans la rue et manifestaient, enfin chacun pour d'autres choses, mais ça bouillonnait de partout. Et ça, on le sentait aussi beaucoup dans ce qui se passait au théâtre, au cinéma. C'était super. Bon, malheureusement, oui, finalement, je sais pas si ça a servi à quelque chose, tout ce mouvement, parce que là, on est encore bien profond dans la crise. Mais oui, c'était un moment où tout bouillonnait autour de nous et c'était très intéressant de vivre ça, très stimulant. Je voudrais revenir à ce que tu disais à l'instant sur... en Grèce, tu te sentais pas forcément grec et en Belgique, pas forcément belge. J'essaie de comprendre ce rapport à l'identité. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens parce que, oui, on fait partie de générations où nos parents ont pu se rencontrer. On est de l'après-guerre, en fait. Donc, on est après l'Europe. On est l'après-Europe qui a été verrouillée pendant les guerres. Qu'est-ce qui te fait te sentir grec ? Qu'est-ce qui te fait sentir belge, tu vois ? C'est quoi quels sont les éléments objectifs ou pas, d'ailleurs, qui te rattachent à l'un ou l'autre pays ?
Je dirais la première chose qui me vient, c'est la langue, le lien émotionnel que j'ai avec ces deux langues. Mais je sais pas comment expliquer ça mieux. Non, la langue, je sais ouais. Pas si tu vois, oui, la langue. Est-ce que, par exemple, tu as des attaches dans la culture gastronomique ? Oui, dans les deux pays, mais ça c'est pareil pour la France aussi et d'autres endroits du monde où je suis jamais allée. C'est-à-dire que je sais pas, j'aime beaucoup la nourriture vietnamienne. Comment on dit vietnamienne. Vietnamienne. Yes. Oh là là, vietnamienne. Mais je me retrouve là-dedans, mais bon, je suis jamais allée dans ce pays. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je viens de Lorraine et que... alors maintenant, je suis végétalienne, donc j'en mange plus. Mais le bœuf bourguignon, c'est un plat qui n'est pas de ma région, enfin pas spécifiquement de ma région, mais c'était le plat que ma grand-mère faisait les dimanches de fête. Et le goût de cette sauce au vin, c'est ma Madeleine de Proust, c'est des souvenirs d'enfance. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et pareil pour la choucroute, en fait, qui est plutôt de l'Alsace, mais c'est très proche de là d'où je viens. Et voilà, ce plat est très intimement lié à plein de souvenirs. Et aujourd'hui, si je devais décliner toutes mes identités, ce qui me rattache à la Lorraine, c'est beaucoup mes souvenirs gastronomiques et culinaires, les plats que faisait ma grand-mère quand j'étais petite en grandissant. Alors moi, ce serait peut-être la musique qui me lie plus à la Grèce. C'est que, et surtout la musique traditionnelle, mais qui est très à la mode même maintenant, et que tout le monde connaît ces chansons traditionnelles. Ma grand-mère les chante, les enfants à l'école les chantent, les jeunes les chantent, et on aime beaucoup ça, et c'est quelque chose qui lie toutes les générations. C'est ce genre de musique qu'on peut entendre partout, dans un taxi, dans les tavernes, partout en été. Il y a des fêtes de village, mais où tout le monde va, et on entend cette musique traditionnelle. Tout le monde connaît les pas, tout le monde se met en rond et danse, mais 500 000 personnes, et tout le monde est bourré, plus ou moins. Oui, c'est ça qui me rattache beaucoup à la Grèce, la musique, parce que c'est quelque chose qui lie toutes les générations. Je peux me retrouver très facilement avec ma grand-mère en chantant une chanson. On l'aime de la même manière, moi et elle qui a 98 ans. Ah, je vois très bien. Et qu'est-ce qui te rattache plutôt à la Belgique ? Qu'est-ce qui me rattache à la Belgique ? J'avoue pas grand-chose, parce que tous mes amis sont partis. Comme j'étais dans une école européenne, ils sont tous un peu partis un peu partout en Europe. Donc j'ai plus vraiment d'attache en Belgique. Ce qui me vient, c'était le cinéma. J'allais souvent voir des films belges. Je me souviens que j'étais très impressionnée quand j'ai vu Rosetta des frères Dardenne. Je sais pas si je l'ai vu au cinéma, parce que j'avais 7 ans, je pense, à la sortie, mais peut-être que mes parents m'ont emmenée, ou que je l'ai vu après à la télé quelque part. En tout cas, j'étais très très jeune, et je me souviens très bien de comment on la suit. Elle est dans tous les plans, on la suit, elle est de dos, elle a ses cheveux courts, son pull rouge. Ça m'avait marqué. Après, je regardais tous les films des frères Dardenne. Ok, donc plutôt le cinéma pour la Belgique. Et tu as aussi dit que tu te sentais plutôt européenne. Et du coup, même question, comment tu définis cette identité européenne ? La mixité des cultures. J'ai fait quelques projets où le chef opérateur était français, le réalisateur grec, l'ingénieur du son italien. Oui, ce mélange de cultures qu'on retrouve beaucoup dans l'art, mais dans les villes aussi. Peut-être ça.
Je sais pas si je réponds à ta question. Il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. D'accord. Et je te pose la question parce que donc moi je viens d'une région frontalière, Oui, parce que donc en Lorraine, plus précisément Moselle, c'est vraiment la frontière allemande. Et je suis née dans l'Europe. Je suis née à côté d'une frontière qui n'existait plus, puisque la frontière avec l'Allemagne à cet endroit-là, on était dans l'espace Schengen, donc on circule, on s'arrêtait pas. Et c'est vrai que je me sens aussi européenne. Je pense que Pourquoi ? c'est... Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, je garde un vrai traumatisme de quand j'étais petite et qu'en histoire, j'ai étudié la Deuxième Guerre mondiale. Un vrai traumatisme du jour où j'ai compris que j'habitais du mauvais côté de la ligne Maginot. C'est la ligne de fortification. Voilà. Oui, et en fait, on faisait des marches, des promenades le dimanche, on passait à côté des bunkers, et je crois que j'avais compris que c'était des fortifications de la guerre, mais j'avais pas compris que j'étais du mauvais côté. Et tout d'un coup, ça a mis une réalité sur le fait que il y a eu une guerre là où je vis. Et j'avais vu une photo de ma grand-mère qui était devant la porte du garage de la maison dans laquelle elle habitait actuellement, sauf qu'elle avait 9 ans, et moi j'avais 9 ans à l'époque, et elle était devant un mur qui avait des impacts de balles. Ouais. Et en fait, cette image-là, elle m'a vraiment marquée. Et je me suis dit, mais l'Europe, c'est ce qui me protège de ça. Oui, c'est ce qui nous permet de vivre en paix. Et notre génération peut-être oublie ça parce que, on a compris ce que c'était la guerre qu'à travers les récits de nos grands-parents. Mais oui, ça c'est aussi en Grèce, on est beaucoup confronté à ça. Oui, à travers les récits. Moi aussi, c'est comme ça que j'ai découvert la guerre et que je me rends compte la chance qu'on a aujourd'hui de vivre, d'être européen, de vivre en temps de paix. Et surtout, quand je vais dans les îles qui sont proches de la Turquie. Et là, on parle de la première guerre mondiale. C'est de là que mon grand-père est venu, qui était à moitié turc, gréco-turc, qui vivait à Ankara et qui petit à petit, avec l'échange des populations en 1922, après la première guerre mondiale donc, a dû fuir la Turquie pour venir en Grèce. Et tous ces gens qui sont venus avec des bateaux de Izmir aux îles en face pendant la guerre. Non, pareil, juste après la guerre. Exactement comme arrivent plein de gens aujourd'hui, exactement de la même manière en bateau. Là, c'est quelque chose qui se répète un peu. Et pendant que tu vivais en Grèce, est-ce que tu peux me parler un peu de l'atmosphère vis-à-vis de l'Union européenne ? Est-ce que c'était... c'est vraiment une question que j'aurais voulu poser à l'époque, parce que j'ai beaucoup regardé ce qui se passait en Grèce, mais depuis les médias français, donc je sais qu'on en avait une vision très parcellaire. Et en plus, c'était très compliqué. Si on ne s'intéressait pas vraiment à l'économie, tout d'un coup, on avait l'impression qu'une crise surgissait de nulle part, alors que c'était quand même quelque chose qui était assez dormant et rampant. Est-ce que tu dirais que l'ambiance était plutôt à la critique, à la défiance vis-à-vis de l'Union européenne ou de certains autres pays de l'Union européenne, ou comme on est un peu en train de le dire, un côté on traverse une crise, néanmoins c'est pas la guerre, c'est quelque part le fait que l'Union européenne soit là, c'est comme s'il y avait un filet de sécurité, un plancher qui fait que la Grèce finira pas comme le Venezuela actuellement. Oui, moi, j'espère qu'on pourra résoudre ces problèmes tout en étant en Europe de l'intérieur. Je trouve pas que c'est une solution de partir et de... ça sert à quoi ? C'est plus intéressant d'essayer de résoudre tout ça ensemble. On va être plus fort aussi. Mais je sais pas, c'est quoi un des mottos de l'Union européenne, unis dans la diversité. Oui. Aussi, il y a un autre aussi. Non, je me souviens plus. Mais oui, moi je trouve que c'est ensemble qu'il faut résoudre ces problèmes. De chaque pays, c'est un problème à nous tous. On est presque parti dans la politique, on va revenir dans le cinéma. Oui. Donc je reprends l'histoire de ton parcours où tu es en Grèce au conservatoire. Oui.
Comment ça se passe pour ton premier projet, pour ton premier rôle? Comment t'as réussi à décrocher un rôle? Alors j'étais en 3e année du conservatoire, 3e et dernière année. Et c'est là que j'ai eu la proposition de travailler au Théâtre National avec Michael Marmarinos. C'est un des plus grands metteurs en scène que j'admirais et j'admire beaucoup encore. Qui a d'ailleurs fait des mises en scène aussi en France, à la Comédie Française. Il avait fait Hippolyte, il y avait Pierre Ninet dedans il y a quelques années. Bref, et c'était ma première pièce alors avec ce metteur en scène incroyable. Et c'est Faust de Goethe et oui. Je jouais Marguerite. Donc c'était très effrayant de se confronter avec ce texte-là. Au début, je comprenais rien. Mais voilà, c'était ma première expérience, qui était au théâtre, du coup. Et comment t'es arrivée au cinéma ? Au cinéma, j'ai travaillé avec un réalisateur grec. C'était mon premier film qui parlait de jeunes, de la jeunesse grecque perdue qui se retrouve un peu dans la violence. Et c'est parce que ma mère avait rencontré par hasard ce réalisateur quelque part et elle lui disait « je te montre la photo de ma fille ». Lui, il voulait pas du tout, mais quand il lui a montré ma photo, il lui a dit « j'aimerais bien la voir ». J'ai créé un film et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Comment tu choisis tes rôles désormais ? Qu'est-ce que tu regardes dans un script ? Qu'est-ce qui te rattache à un personnage ? Pour le moment, j'ai pas vraiment le luxe de pouvoir choisir. J'espère que ça viendra au futur, mais oui, en général, c'est plutôt par rapport au réalisateur, à la vision qu'a un réalisateur plutôt que le personnage ou l'histoire. Si le réalisateur, le monde de ce réalisateur me plaît, c'est ça qui compte énormément pour moi. Alors le principe de cet entretien, c'est que tu choisis des questions et parmi celles que tu as choisies, il y a la première fois que tu as rencontré un obstacle. C'était quand ? Oui. Alors c'est la première fois que j'ai rencontré un obstacle, c'était en Grèce. Bon, c'est pas que moi qui l'ai rencontré parce que c'était surtout l'obstacle de l'impossibilité de faire de l'art en Grèce parce qu'il y a aucun on n'a pas les fonds, on n'a pas il y a pas de subventions, il y a pas d'argent. Donc je voyais que tous les films se faisaient sans argent. Donc ça c'était un très grand obstacle. Mais après, je pense que la prochaine question c'est absolument la première fois que tu as dépassé un obstacle. Donc pas que moi, mais tous les gens qui travaillent dans le cinéma ou le théâtre en Grèce. Comme ce qui est très émouvant, c'est que comme les films se font avec très peu d'argent, voire pas du tout, personne ne se fait payer. Tous les gens qui sont là parce que ils aiment la vision du réalisateur et qui veulent raconter tous ensemble cette histoire. Et il y a l'obstacle de l'argent, mais du coup, on est obligé d'être extra créatif pour dépasser tous les obstacles qu'on retrouve. Et finalement, le résultat est très singulier. Enfin, je trouve que les films grecs ont quelque chose de très, très spécial, souvent. Alors, si tu devais faire découvrir le cinéma dont tu parles à celles qui nous écoutent, tu leur conseillerais de regarder quel film, par exemple ? Oh, Canine, de Yorgos Lanthimos. D'accord. Je l'ai vu au moins 7 fois. C'est un de mes réalisateurs préférés. Yorgos Lanthimos, un de ses premiers films était Canine. Et ensuite, il est parti de la Grèce pour pouvoir faire des films avec de l'argent plus facilement. Oui, et il a fait Lobster, ah oui. la mise à mort du cerf sacré et La Favorite qui était aux Oscars là, il y a 2 jours. Oui. Avec Olivia Colman qui est incroyable, qui a gagné l'Oscar. Mais oui, c'est un réalisateur grec qui a commencé en Grèce et qui maintenant il est parti, il fait des films avec de l'argent, mais il s'est pas arrondi, je sais pas comment expliquer ça. Il garde sa singularité qu'il a découvert à cause des obstacles en Grèce. Il a découvert quelque chose à cause du manque d'argent, de tout ça. Il était très créatif et il garde cette créativité maintenant, toujours.
je trouve ça très courageux de sa part. Une autre question que tu as choisie, le ou la rôle modèle qui t'a le plus inspiré? Bon, je vais parler encore de cinéma. N'est-ce pas, on est là pour ça. Gina Roland. Je connais pas. Gina Roland, c'est la femme de Cassavetes. Donc, elle a fait avec lui plein de films. Je pense qu'ils ont fait au moins 7 films ensemble, dont Opening Night, Une femme sous influence, Faces. C'est quoi l'autre que j'ai vu récemment? Husbands and Wives, non. Non, ça c'est Woody Allen. Oh, je me trompe sur les titres. Mais oui, Gina Roland, qui est une actrice qui a pas peur de s'abîmer, d'aller à fond. C'est presque... des fois, c'est très, 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 très limite ce qu'elle fait, mais ça marche. Elle y croit tellement que dans Une femme sous influence, elle joue une femme folle, mais elle y va à fond. Elle ose faire des choses que je sais... Enfin, moi, j'aurais très, très peur de faire ça, et c'est pour ça que je l'admire. Alors, quand ce podcast sortira, tu seras à l'affiche de Meltem, oui. Où tu incarnes le personnage de Elena. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux présenter qui est Elena, quelle est son histoire? Alors, Elena est grecque comme moi, mais a vécu en France toute sa vie, a fait l'école en France. Là, elle est dans une école d'hôtellerie, c'est comme ça qu'on dit, oui. Hôtellerie. Ouais. Et elle retourne en Grèce un été pour une histoire de comment on dit quand quelqu'un meurt? De succession. De succession, voilà les mots le vocabulaire en français qui me manque. et là, elle se retrouve face à... Enfin, elle a son identité. Quelle est son identité? Est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est grecque? Voilà. Ah, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait. Voilà, oui, sur l'identité. C'est quoi les rôles, les personnages que tu rêverais d'incarner? Est-ce que tu es plutôt super-héroïne ou plutôt... Alors moi, je sais que j'adorerais jouer les rôles de méchants. Je préfère les méchants dans les films. Dans la fiction, c'est vraiment mon kiff. Et toi, c'est quoi les rôles qui te font le plus envie? Des rôles complexes de femmes, de vraies femmes. Enfin, ça peut être des... Enfin, de vraies femmes, je veux dire, ça peut être aussi des héroïnes, des super-héros. Mais je veux dire qu'en général, j'ai l'impression que dans le cinéma, il manque un peu, peut-être moins maintenant, mais de rôles féminins intéressants. Je dis ça parce que l'année passée, j'étais dans un festival à Istanbul où j'étais jury. Et on a vu 10 films. Et dans ces 10 films, il n'y avait aucun rôle féminin. Aucun rôle principal, en tout cas féminin, ou qui était un moteur important dans l'histoire. Tous les rôles étaient des rôles secondaires qui n'avaient aucune importance pour la narration, qui étaient un peu des rôles un peu décoratifs, de la maman dans la cuisine qui fait à manger, ou de la petite copine qui pleure. C'était ça. En plus, on devait donner le prix du meilleur, de la meilleure actrice, mais il y en avait pas. Et oui, et là je me suis dit que oui, il manque peut-être un peu de ça, et j'étais très contente de travailler il y a 2 ans avec Tony Gatliff, où dans le film Jam, où je joue Jam, qui est une fille très libre, qui a pas peur du regard des autres, qui fait exactement ce qu'elle veut, qui est libre parce qu'elle est fidèle à soi-même. Et ça, j'avais une très très grande chance de faire ça, et j'espère que je vais faire des rôles comme ça plus au futur, mais pas forcément de femmes fortes, de femmes normales, tout court, avec leurs problèmes, leurs insécurités, leurs forces, enfin des femmes comme nous. Jam, c'est le film pour lequel tu avais été présélectionnée Révélation pour le meilleur. Oui, c'est ça. Félicitations. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir dans les prochaines années, dans les nominés cette fois. Ah bah, on verra. En tout cas, vous me verrez je pense l'année prochaine, dans le nouveau film de Paul Verhoeven, où j'ai un des premiers rôles.
Voilà. Donc ça, c'est assez Est-ce que tu peux en dire excitant. plus sur comment ça va s'appeler? Oui, ça s'appelle Benedetta. D'accord. C'est l'histoire de deux nonnes lesbiennes au XVIIe siècle. Et ces deux nonnes sont Virginie Fira et moi. Il y a aussi Charlotte Rampling qui joue dans le film, Lambert Wilson. Donc j'étais très contente d'avoir fait ce film et j'ai hâte de le voir. Ah ben, tu m'as vendu là, j'ai hâte également. C'est quoi ta plus grande fierté? Le truc qui te rend le plus fier dans la vie? Ma plus grande fierté je suis rarement fière de moi-même. Pourquoi? Parce que je me dis que je peux toujours faire mieux, même dans mes relations humaines ou dans mon travail aussi. J'aime pas du tout me voir à l'écran. Je déteste ça. Pourquoi? Je sais pas, je supporte pas, je vois toutes les erreurs. Enfin, c'est bien de voir une fois parce qu'on voit ses erreurs et après on peut se corriger. Enfin, j'espère que je pourrai me corriger. Mais sinon, je peux pas, j'aime pas. Je prends énormément de plaisir à faire le travail sur le moment, mais après, je veux pas. Je sais pas, j'ai des nausées, j'arrive pas à me voir. Mais t'as pu en parler avec d'autres actrices? Parce que je pense que t'es pas la seule. Enfin, oui, c'est pas la première fois que quelqu'un me dit j'arrive pas à me voir à l'écran. Oui, je sais que on est confronté à nous-mêmes tout d'un coup, à tout est là, transparent, en grand, toutes les erreurs qu'on a faites sont là et on les voit. C'est très dur de se confronter à ça. Et t'as pas pu en parler avec d'autres actrices qui ressentent la même. Qui ont peut-être dépassé ce blocage-là? Non. J'espère que je vais rencontrer des gens qui vont me parler, m'aider peut-être. Est-ce que de ton expérience, il y a une vraie sororité dans le milieu du cinéma entre actrices, une solidarité, ou c'est plutôt, tu sais, les clichés sur les atmosphères très féminines ou beaucoup de rivalité? Ah non, pas du tout. Non, bien sûr, il y a de la solidarité entre les femmes, mais partout dans tous les milieux, j'ai l'impression. Enfin, je le vois avec mes amis qui sont architectes ou qui font d'autres métiers. Et dans le cinéma, c'est pareil. Mes meilleurs amis, je les ai rencontrés aussi sur les plateaux, comme Marine Caillon, qui joue aussi dans le film Jam. On est devenus très, très, très amis après ça. Non, la solidarité féminine existe dans tous les milieux. Alors je reviens un instant à se voir à l'écran, ce que ça fait. Il y a une question que je voulais toujours poser aux actrices et à chaque fois j'oublie, c'est ça fait pas bizarre de te voir de voir ton corps prêté à quelqu'un d'autre? Parce qu'en fait du coup c'est pas toi à l'écran, c'est les personnages. En fait, est-ce que toi tu te vois toi ou est-ce que tu vois ton enveloppe mais qui porte la parole, qui porte l'histoire, le message d'une toute autre personne? Ça serait plutôt bon signe si j'arrivais à... Enfin, ça veut dire que j'ai peut-être un peu réussi à vraiment me mettre dans la peau d'un personnage si je voyais ça, mais pour le moment, je peux pas dire que j'ai réussi à faire ça. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à ne pas me voir moi dans quelque chose, mais c'est un peu mon rêve de pouvoir faire ça. Ce serait plus facile de se voir aussi comme ça. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de comédienne? Ce qui me plaît dans le métier de comédienne, c'est de pouvoir raconter des histoires, de vivre des vies différentes, de laisser mon imagination galoper. Oui, imaginer des vies, après les vivre. L'impression d'avoir vécu des parcours un peu différents grâce à ça. Daphné, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie? On m'a pas donné un vraiment mauvais conseil. En tout cas, je m'en souviens pas. Je me souviens pas de quelque chose là maintenant. En général, ça veut dire que t'as été bien entourée. Parce que quand je pose cette question, en général, les femmes que j'interviewe, ça vient tout de suite. C'est bouge pas. Ah oui. Et ça vient tout de suite le truc le plus décalé par rapport à qui elles sont et qui elles voulaient être.
Et ben, ça veut dire que tu as été sans doute extrêmement bien entourée dans ta vie. Ah ben, et c'est souvent lié, que tu as la capacité de ne pas entendre quand quelqu'un te donne un conseil qui ne te correspond pas. Je sais pas. Un mauvais conseil aussi, parfois, c'est pas forcément que le conseil est mauvais, c'est qu'il te correspond pas du tout. Oui, bien sûr. Faut faire parfois des gens ce qui nous correspond. Ouais. Des femmes ont parfois répondu le pire conseil qu'on m'a donné, c'est d'être patiente. En fait, sois patiente, c'est pas dans l'absolu le pire conseil à donner à quelqu'un. Mais en fait, si c'est pour te dire de rester à ta place et de ne pas tenter, de ne pas prendre des risques dans la vie, d'attendre que la chance vienne à toi, alors que t'es quelqu'un qui est plutôt volontaire et qui a plutôt tendance à aller provoquer ta chance, oui, c'est pas un bon conseil. Oui, dans ce cas-là, faut pas l'entendre et suivre plutôt son intuition. À contrario, du coup, est-ce que si je te demande le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie, il y a quelque chose qui te vient? Le meilleur conseil. J'imagine que c'est un peu cliché, mais d'être soi-même, c'est toujours le meilleur conseil qu'on m'a dit plusieurs fois. Oui, on me l'a dit plusieurs fois quand j'étais jeune et que j'essayais de me retrouver, que je savais pas trop qui j'étais et j'essayais plusieurs choses. Oui, d'être soi-même. Après, c'est dur de savoir qu'est-ce que ça veut dire soi-même, mais... Et j'allais dire, est-ce que c'est facile d'être soi-même ? Est-ce que ça a été facile pour toi ? Est-ce que c'est facile pour toi ? Non, c'est pas toujours très facile. Souvent, c'est plus facile de se cacher derrière une invention. Enfin, comme se cacher derrière les rôles, d'ailleurs. Non, c'est pas facile, mais c'est très excitant. C'est de pouvoir se lâcher. D'ailleurs, dans la vie et dans le cinéma aussi, de montrer... de se mettre à nu devant la caméra et de montrer vraiment ses émotions, de laisser quelque chose de très personnel, de montrer quelque chose de très personnel, même si c'est un rôle qui est différent de nous. C'est courageux peut-être d'être soi-même. Où est-ce que les gens qui veulent te suivre et suivre ton travail peuvent te retrouver ? Sur les réseaux sociaux? Je suis nulle avec les réseaux sociaux. J'essaye, j'ai fait Instagram, mais je suis vraiment nulle. Je sais pas, ils peuvent entendre cette interview et aller voir Meltem le 13 mars, aller voir Benedetta l'année prochaine, voir Jam de Tony Gatliff, voilà. Donc t'es sur Instagram mais t'es pas très active, c'est ça que tu dis? Je suis vraiment pas active. Okay. J'arrive pas à gérer, je comprends pas trop comment tout ça marche, ça ne m'intéresse pas tellement, enfin ça m'excite pas plus que ça. C'est pas grave. Peut-être qu'on ira quand même envoyer les gens pour qu'ils s'abonnent et que oui. c'est comme ça te donne juste l'opportunité de partager ton travail quand il y a un film qui sort. Oui, bien sûr, ça je le fais. Voilà, alors c'est très bien, mais c'est tout ce dont on a besoin. D'accord, donc suivez-moi sur Instagram, voilà. Et j'essaierai d'être plus active et oui, et ce que je fais, c'est surtout partager mon travail. C'est parfait, c'est tout ce qu'on demande, comme ça on peut suivre tes projets et aller voir les films que tu vas jouer. Merci beaucoup d'être venue dans ce podcast. Je suis vraiment ravie. Oui, moi aussi. J'encourage tout le monde à aller voir Meltem au cinéma. Je ne l'ai pas encore vu. C'est Kalindi, notre chef de rubrique ciné-série, qui l'a vu et qui en a fait la critique. Et donc, souvent, je suis d'accord avec Kalindi. J'ai adoré La Favorite également. Donc, je n'ai aucun doute. Et j'aime beaucoup les histoires qui placent des personnages de jeunes femmes au centre de l'intrigue. Donc. Oui, qui sont les moteurs de l'histoire. Exactement. Donc j'ai bien hâte. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup. Bye, à jeudi.